Bonjour. Je viens ici pour vous parler de confidentialité et de vie privée. Alors, je m'appelle Damien Clochard, je suis DBA PostgreSQL et j'ai cofondé la société Dalibo. Et je suis aussi président de l'association PostgreSQL.fr, donc on m'a peut-être vu parler à cette occasion de ça aussi. Et je ne suis pas juriste ni avocat, ça va être important, gardez ça en tête, puisque tout ce que je vais vous dire, c'est un ingénieur qui essaye de comprendre ce que la loi induit sur son travail. D'accord ? Donc si vous avez un juriste dans votre entreprise ou un avocat, allez vérifier tout ce que j'ai dit auprès de lui, voilà, ou d'elle. Mon chemin, rapidement. En fait, il y a quelques années, on m'a demandé d'anonymiser une base de données. Et j'ai dit, ouais, vas-y, facile, je vais le faire. Et j'ai découvert deux trucs. C'est que, un, c'était pas facile du tout. C'était très, très compliqué. Et deux, que c'était pas à moi de le faire. En gros, ça aurait dû être fait avant. Et alors, je sais pas vous, mais alors moi, quand il y a un truc qui est compliqué et que c'est pas à moi de le faire, en général, j'essaye de pas le faire. Et du coup, au lieu de faire cette anonymisation, je me suis lancé dans, mais comment, pourquoi ça n'a pas été fait avant et quel outil on pourrait donner à un développeur pour qu'il fasse ce travail d'anonymisation à ma place. Et donc là, ça va aller très vite, hein, je suis désolé, mais ça va bien se passer quand même. On va vite fait faire un bilan du RGPD 3 ans après, voir pourquoi c'est difficile. Et ce qu'on veut dire par privacy by design, alors en français c'est protéger les données dès la conception, moi je vais dire privacy by design. Et ensuite on prendra un exemple concret avec le logiciel PostgreSQL Anonymizer. Alors le RGPD, donc la loi qui est sortie il y a quelques années, c'est avant tout un ensemble de droits et de principes. Les droits, je ne vais pas vous les faire tous, mais globalement c'est une loi qui vous donne des droits pour protéger votre vie privée. Il y en a deux ici qui sont importants, c'est le droit à l'oubli et le droit à la limitation du traitement. Pourquoi c'est important ? Parce que quand il y a une fuite de données, que vos données médicales passent sur Internet, sur le dark web, ce que vous voulez, ce n'est pas qu'on ne respecte pas votre droit, c'est qu'on vous l'a retiré à tout jamais. D'accord ? C'est qu'une fois que vos données elles seront sur Internet, une fois que votre numéro de sécu sera sur Internet, il y sera pour toujours. Et vous n'aurez plus... C'est pas que quelqu'un n'a pas respecté le droit à l'oubli, c'est que quelqu'un vous a retiré à tout jamais le droit à l'oubli de votre numéro de sécu. Voilà. Pourquoi les fuites de données sont très très importantes dans ce contexte-là. Alors, pour respecter ces droits, le texte définit un ensemble de principes. Là aussi, deux principes dans tout ce qui est, je ne vais pas faire tout, mais ce qui va être important, c'est privacy by design. Donc, dès le départ, dès qu'on commence à construire un logiciel, on se pose la question de comment on va protéger la vie privée des gens. Et data protection by design. Évidemment, pourquoi ça marche, pourquoi ça change ? Parce que des textes comme ça, il y en a déjà eu plein. Hein. Depuis des années, il y a des textes de loi, mais celui-ci, il y a une différence, c'est qu'il y a des sanctions. Et les sanctions, elles sont réelles. Voilà. Donc ça a commencé en 2018 et elles arrivent là. C'est des vraies sanctions. C'est pas fictif. Et alors la bonne nouvelle, c'est que la France est le mauvais élève. Pour une fois, on est premier encore. Hein, c'est cool. Donc voilà, la France est le pire pays en Europe. Alors vous allez me dire, non, mais il y a le Luxembourg. Qu'est-ce qui se passe au Luxembourg ? En fait, c'est pas le Luxembourg, c'est Amazon, qui à lui tout seul a été plus sanctionné que l'ensemble de tous les pays européens. Voilà. Il y a un nouveau graphe, je n'ai pas mis à jour, mais maintenant il y a Facebook qui est numéro 2. Alors pourquoi c'est difficile ? D'abord parce qu'en général l'anonymisation elle est faite à la fin en bout de chaîne. Comme l'exemple que je donnais, on m'a dit « Ah tiens, là il faudrait anonymiser la base de données de compta parce qu'on doit l'envoyer à l'éditeur pour qu'il teste un bug. » Voilà. Pourquoi c'est le DBA à la fin en prod qui doit nettoyer les données ? Ce n'est pas à lui de connaître les règles du métier. C'est très difficile parce que la surface d'attaque est trop grande. Ça, si vous repartez avec une seule info, c'est que votre surface d'attaque est trop grande. Vos données, elles se baladent trop. Vous faites des backups dans des serveurs, vous envoyez des exports de données à certains endroits, et la fuite de données, elle ne va pas arriver sur votre prod, elle va arriver sur le PC Windows de quelqu'un qui a une copie du dump. Voilà. Ça, réduisez vos surfaces d'attaque, c'est vraiment le message fort. En général, les développeurs, les éditeurs, ils ne sont pas impliqués, ça ne les concerne pas, ils vous font un logiciel, après,
comment on nettoie les données, ce n'est pas le problème. Et les outils d'anonymisation, la plupart des outils, c'est à l'extérieur de la base. Donc déjà, pour anonymiser, il faut déjà agrandir sa surface d'attaque. Bon, je reviendrai là-dessus. Alors, le texte, il est plutôt bien fait, hein. Donc les gens, ils avaient bien compris ça. Et donc déjà, ça c'est le texte de loin, c'est pas moi qui l'invente, c'est le responsable du traitement doit mettre en œuvre au moment de la détermination du moyen de traitement, donc au moment de la conception du logiciel. Voilà. Et donc le terme privacy by design, ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est écrit dans la loi. Alors, on peut tirer de ça à peu près 7 bonnes pratiques. Donc c'est embarquer les règles d'anonymisation dans le logiciel, dans la base de données. Faire du privacy by default, qualifier les rôles, qui se connecte et qui est masqué, qui n'est pas masqué. Anonymiser directement dans la base de données. Suivre le cycle vide de la donnée, échantillonner, évaluer. Vous allez me dire, OK, je suis allé très vite, je fais la liste. Bon, comment on fait? On va prendre un exemple. Donc, l'exemple que je connais bien, puisque je travaille sur le logiciel PostgreSQL Anonymizer, mais tout ce que je dis là, ça vaut pour d'autres, voilà, ça pourrait être implémenté avec d'autres outils. Il se trouve que moi, je connais celui-là et je vous parle de celui-là, mais mon but, c'est plutôt de vous parler du principe de privacy by design en général. OK, alors qu'est-ce que c'est PostgreSQL Anonymizer? C'est une extension de Postgres, un peu comme PostGIS, si vous connaissez Postgres. Qui utilise Postgres dans la salle à peu près? Eh ben, super, bravo. Et ben voilà, donc c'est open source, ça fonctionne avec toutes les versions de Postgres, ça ne fonctionne pas sur Amazon RDS. Et c'est à la fois un moteur de masquage et une boîte d'outils avec des fonctions de masquage. La version 1.0 est sortie et c'est déjà en prod chez certains de nos clients. On va prendre un exemple. Donc j'ai une table de clients, j'ai leur prénom, leur nom, leur téléphone et leur date de naissance, donc qui sont les deux premiers étant des identifiants directs et les autres sont des identifiants indirects. Et ben, ce qu'on va utiliser, c'est une syntaxe SQL, donc ça c'est du SQL, qui s'appelle les security labels. Et donc on va écrire security label pour la colonne customer last name. Je vais la masquer avec la fonction fake last name. Donc quand je vous disais qu'il y a une boîte à outils de fonctions, il y a une fonction fake last name qui vous génère un prénom, un nom de famille, pardon, aléatoire mais réel. Donc ça, c'est, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent la syntaxe security label? C'est normal, moi non plus. Avant, je ne connaissais pas. C'est vraiment une syntaxe très très obscure de Postgres, mais c'est très très utile. Voilà. Alors même chose, on va pouvoir dire, par exemple, sur une autre colonne, sur la colonne téléphone, je vais masquer avec la valeur confidentielle. Donc là, je détruis la donnée, en fait. Hein. En gros, j'ai mis confidentiel à la place de tous les numéros de téléphone. Qualifier les rôles aussi. Donc toujours avec cette syntaxe, on va pouvoir dire, mon rôle, donc j'ai un utilisateur qui s'appelle Data Scientist, et lui, il doit se connecter, par exemple, une fois par semaine pour faire un export de données et me faire des tableaux et des graphes et ainsi de suite, un rapport d'activité. Il fait une analyse macro, il n'a pas besoin de connaître les prénoms des gens. Donc moi, dans ma base, je vais déclarer que ce rôle-là, quand il se connecte, il est masqué. Il va voir uniquement les données que je veux bien lui présenter. Et voilà, ça va donner ça. Par exemple, on va avoir... Ça, c'est le cas de base, ce qui, je pense, est le cas chez vous à peu près tous. C'est, vous avez une base de production, vous avez un développeur, il veut faire des tests, vous lui envoyez un export SQL des données, et puis le data scientist qu'on vient de voir, vous lui donnez un accès directement à la base, et ainsi de suite. Et donc ça, tout le monde est concerné par le RGPD. Dans ce schéma-là, vous avez une surface d'attaque la plus grande possible. C'est une catastrophe. Alors, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va mettre un outil entre les deux, qui peut être un ETL ou un script maison, et on va sortir la donnée, on va la malaxer, la transformer, et là, on va l'envoyer anonymisé dans les bases des gens. Ça, c'est bien, mais on a déjà encore une surface d'attaque un peu grande, et on a rajouté une personne dans la chaîne. Le mieux, c'est de faire l'anonymisation dans Postgres. Et donc là, soit on fait ce qu'on appelle un dump, c'est-à-dire que je fais un export anonyme et je l'envoie dans la base de dev, soit je donne un accès direct au data scientist et lui, il voit les données masquées. Alors, une application, ça vit, il y a des nouveaux champs, il y a des nouvelles tables et ainsi de suite. Et donc là aussi, l'idée de dire qu'on va mettre les règles de masquage dans le modèle de données, ça veut dire que quand vous changez le modèle de données, que vous rajoutez une colonne à une table, en même temps, vous allez décrire la manière
dont cette colonne, elle doit être masquée. Puisque c'est vous qui rajoutez la colonne, c'est vous qui devez bien savoir si c'est une donnée identifiante ou pas. Et du coup, là, vous allez dire, bah oui, c'est le code postal. D'ailleurs, code postal, donnée hyper identifiante. Hein, on peut déduire énormément d'infos. C'est pour ça qu'à la sortie de Castorama, on vous demande votre code postal. Vous donnez énormément d'informations sur vous quand vous donnez votre code postal. Bref, je ferme la parenthèse, j'ai pas le temps. Mais du coup, voilà, au moment où vous rajoutez, vous faites évoluer votre logiciel, vous décrivez les règles de masquage sur ce modèle de données. Et quand vous envoyez, vous livrez cette nouvelle version, elle est livrée avec sa politique de masquage intégrée. Échantillonner, donc là aussi je vais aller très vite, mais en gros Postgres vous permet d'échantillonner un résultat. Si vous avez fait un select sur une table énorme et que vous voulez juste 30% du résultat, vous pouvez faire table sample. Ici Bernoulli, 33, Bernoulli c'est la méthode de sampling, et 33 ça veut dire que vous voulez 33% du résultat. Et bien là c'est pareil, vous allez dire en général quand vous faites du masquage, vous voulez aussi réduire un peu, minimiser le volume du jeu de données à ce qui est nécessaire. Si vous avez une base qui fait 120 gigas, peut-être que le développeur n'a pas besoin de 120 gigas pour tester son application. Ça, c'est à vous de le développer. Et là, c'est encore sur la table, vous allez dire le niveau d'échantillonnage que vous voulez mettre. Enfin, on va essayer d'évaluer. Ça, c'est hyper important. Le RGPD le dit aussi, c'est que vous devez en permanence évaluer, réévaluer vos politiques de masquage. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a très peu d'outils mathématiques pour prouver qu'une politique de masquage, elle est efficace ou pas. Ça arrive, il y a énormément de recherches sur le sujet, mais il y a un facteur qui s'appelle le K-anonymity, qui va être une mesure pour vous dire à quel point est-ce qu'on peut singulariser, est-ce qu'on peut isoler un individu dans votre ensemble masqué. Et pour ça, il va falloir dire au préalable quels sont les identifiants indirects de votre table. Donc pareil, vous mettez un label, un tag sur vos colonnes, et vous dites la date de naissance, c'est un identifiant indirect, le code postal, c'est un identifiant indirect. Voilà. Si j'ai votre date de naissance et votre code postal, vous êtes un individu unique, quasiment. 99% des cas, on pourrait faire le test, on n'a pas le temps, mais là, si le couple code postal, date de naissance, il n'y a que des couples uniques dans la salle. Pourquoi ? Parce que c'est une réduction à la fois spatiale et une réduction temporelle. Voilà. Vous êtes la seule personne née à votre date de naissance dans votre ville. Et donc, une fois que j'ai identifié ces composants, en fait, ces identifiants indirects, c'est ça qui est difficile. Un identifiant direct, votre prénom, ça c'est facile de savoir que c'est un identifiant. Maintenant, peut-être que dans votre base, il y a la plaque d'immatriculation, la date où la personne elle a eu son bac, ainsi de suite. Et peut-être qu'en assemblant ces identifiants indirects, assemblés ensemble, ils forment un identifiant comme une clé composite. Et donc, on a ce qu'on appelle un facteur K-anonymity sur la table. Et je vais pouvoir demander, dans ma boîte à outils, j'ai ce facteur K-anonymity qui va pouvoir me dire, tiens, le facteur de K-anonymity, le facteur K, sur cette table, c'est 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour toute combinaison des identifiants que je viens de vous dire, là, donc combinaison code postal, date de naissance, dans la table, il y a toujours au moins 3 individus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un individu unique à un moment que vous allez pouvoir attraper. Alors, en résumé, les sanctions RGPD, c'est réel. Ça arrive, elles sont de plus en plus grosses, ça touche tout le monde, ça touche les grands, ça touche les petits. Vous êtes tous concernés si vous manipulez des données. Le plus gros risque, c'est la fuite de données. Vraiment, j'ai fait court, mais j'ai un autre graphe qui montre que les sanctions, elles tapent très fort sur la fuite de données. Il y a d'autres manières de se faire sanctionner au niveau RGPD, mais c'est la fuite de données qui est la plus sanctionnée. Donc il faut réduire vos surfaces d'attaque, il faut empêcher que les données personnelles, elles se baladent partout dans l'entreprise. Du coup, on va anonymiser dès que possible, on va anonymiser dans la base de données. Encore une fois, je vous ai donné un exemple avec l'extension Postgres Anonymizer, ça doit être possible avec d'autres outils aussi. Et donc il y a une bataille pour la vie privée aujourd'hui, il y a des gens il y a des grandes sociétés aujourd'hui qui sont en guerre contre votre vie privée, qui essayent de même redéfinir même le concept de vie privée.
Et donc, il faut se battre tous ensemble pour protéger la vie privée et il faut impliquer tout le monde, les développeurs, les DSI, les DBA, tout le monde dans la chaîne est concerné par ça. Et c'est un travail d'équipe et aussi il faut impliquer les éditeurs. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, c'était très court, je suis désolé. Il y a un workshop de 4 heures pour, si vous voulez, sur le lien. Il y a une vidéo aussi un peu plus longue. Vous pourrez retrouver ça sur le site du projet, sur GitLab. On a vraiment besoin de témoignages et de feedback si vous le testez, si vous avez des retours d'expérience, si vous manque des choses. Voilà, c'est vraiment hyper important. Je voulais juste remercier à la fin la DGFiP qui a financé une partie des développements sur ce projet-là, les laboratoires les Biomérieux, qui est un éditeur et qui est venu nous dire on se sent responsable en tant qu'éditeur médical des données médicales qu'on manipule. Ça, c'est assez rare pour être noté. Je tiens à dire que les éditeurs dans le secteur médical sont en train de faire n'importe quoi avec vos données médicales, ça c'est dit. Et remercier mes collègues aussi. Voilà.